Merci beaucoup. Donc, je suis très heureuse aussi, voilà, de participer à cette journée. Pour les chercheuses de ma génération, en fait, l'ONPE, il servait de réseau implicite. Enfin, je trouve que cette institution, il y avait vraiment la force de cette institution, c'était de procurer de l'interconnaissance, en fait. Et même, enfin, quand on traversait l'institution, on connaissait finalement les collègues qui venaient avant, après. Et je trouve ça intéressant qu'aujourd'hui, il y a une structuration en forme de réseau explicite, du fait aussi, on le voit là dans le panel de personnes représentées, mais aussi en ligne, le fait que ce soit un sujet qui, en fait, qui attire de plus en plus de personnes. Enfin, on est passé un peu d'un objet de recherche qui était assez voilà, qui était, oui, on peut dire confidentiel, à peut-être aujourd'hui un sujet à la mode. Enfin bon, c'est une hypothèse, sous l'impulsion des effets de la médiatisation du sujet des violences faites aux femmes, et aussi des violences faites aux enfants. Et donc finalement, c'est un sujet qui attire de plus en plus de personnes, avec aussi une diversification du qui réalise le domaine. Donc, on m'a demandé de parler de comment ouvre-t-on un terrain de recherche. Bon, alors, c'est pas forcément le sujet que j'aurais préféré. Enfin, j'aurais aimé parler d'éthique ou du recueil de la parole de l'enfant, mais bon, je me prête à cet exercice. Donc, j'imagine qu'on m'a demandé ça parce que j'ai ouvert un bon nombre. Et donc, je vais m'appuyer à la fois sur ma propre expérience, mais aussi sur mon expérience d'encadrement de thèse, et parce que justement, les profils des thésards se diversifient, et donc ça pose d'autres questions dans l'ouverture de terrain. Alors juste quand je me suis demandé du coup en préparant cette présentation, voilà, la manière dont j'avais ouvert des différents terrains, et je trouve que c'est une question on l'a déjà eu, de sa posture, de sa place. Et donc j'ai essayé de faire un petit retour réflexif sur mon propre parcours, pour dire que pour ma part, donc j'ai eu un accès facilité au terrain du fait donc d'une thèse réalisée en contracifre dans une structure qui s'appelait le CREA Rhône-Alpes, qui avait déjà donc construit de nombreux partenariats locaux. Donc, le fait de faire ma thèse dans cette structure-là, ça m'a ouvert à de nombreux partenaires, à de nombreux partenariats, et ça m'a aidé du coup ça m'a donné un accès facilité au terrain, même si on l'a déjà vu ce matin, on va encore le revoir, qu'un accès facilité au départ peut produire d'autres formes de difficultés par la suite, et c'est ce que traversent aussi les doctorants. Le passage à l'ONPE, ça m'a permis d'élargir ce réseau relationnel et institutionnel, enfin voilà, par des groupes de travail, par toutes les visites qu'on faisait dans les institutions. Ce qui m'a permis par la suite, quand j'ai rejoint l'UPEC, de monter des recherches pluripartenariales et pluri-institutionnelles, où, petit truc peut-être, je me suis beaucoup de la institution pour essayer de déjouer les rapports de force qu'on peut rencontrer en tant que chercheur par rapport aux institutions. Donc d'avoir plusieurs partenaires, ça nous a permis en tout cas un peu de déjouer un peu parfois les rapports de force que les institutions veulent créer aussi avec les chercheurs. Alors bien sûr, le passage en cabinet ministériel, ça a renforcé mon facilitation d'accès au terrain. Voilà, quand je suis sortie du cabinet, il suffisait de passer 15-5 coups de fil pour avoir voilà, tous les terrains d'ouvert et tout le financement en un jour. Enfin, donc voilà, ça facilite après. Et plus récemment, j'ai eu envie de faire des terrains non conventionnés, parce que c'est la première fois de ma vie, là, j'ai rien, où j'ai pas fait de convention, j'ai juste allé faire l'ethnographie dans une crèche. Et je me disais, pour une fois, on va rien me demander, j'aurais pas de rapport à rendre à l'ONPE. Et malheureusement, bien sûr, ils sont en train de vouloir faire une étude d'impact, et donc ils m'ont demandé si on pouvait mesurer l'impact de cette crèche. Et là, je me suis dit, oh là là, non merci, non merci, je ne veux pas mesurer l'impact. Donc, c'est aussi, non, c'est pas ça que je voulais dire. Voilà, c'est aussi de par ma posture d'encadrante de recherche que je vais parler aussi aujourd'hui, parce que donc effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une question finalement actuellement en protection de l'enfance. Donc on l'a évoqué, avant il y avait plutôt des anciens éducateurs qui reprenaient une thèse un peu dans le courant de la vie professionnelle. On voit émerger actuellement des jeunes docteurs qui peuvent avoir peu pratiqué finalement, qui enchaînent tout de suite en étant anciens professionnels. Et on voit émerger aussi des docteurs qui n'avaient pas de lien spécifique avec la protection de l'enfance. Et puis aussi, moi j'étais aussi très contente de voir émerger des nouveaux profils, notamment des personnes qui ont été concernées par la protection de l'enfance et qui font une thèse sur la protection de l'enfance. Et je trouve que c'est aussi un beau résultat de voir ces profils se multiplier en fait. Et donc en fait, c'est pas du tout la même chose d'ouvrir qu'on soit doctorant dans ces différentes postures dont on a déjà parlé.
selon qu'on ait un contrat doctoral, qu'on soit en CIF, qu'on soit sans contrat, qu'on soit jeune docteur, chercheur confirmé. Et ce que je voulais évoquer, mais ce qui a déjà beaucoup été dit ce matin, en fait, ce qui peut être facilitant au départ, par exemple le fait d'être en contrat CIFRE, peut par la suite être une entrave. Donc, en fait, dans tous ces domaines-là, donc on l'a déjà dit, il n'y a pas de recette. L'important, c'est d'avoir une analyse réflexive sur sa pratique, sur sa posture, et de tenir un journal de terrain justement pour comprendre finalement quel est l'effet finalement de sa porte d'entrée. Enfin, en anthropologie, on utilise la question de la porte d'entrée. Qu'est-ce Donc, par exemple, être en CIFRE, au départ, c'est facilitant parce qu'on a accès à des bases de données, on n'a pas besoin de dire pourquoi on est là, etc. Et en même temps, être en CIFRE, on rentre souvent par le haut des institutions et donc ça pose beaucoup de problèmes après par la suite quand on veut recueillir d'autres formes de témoignages, d'autres formes de paroles et quand on donc, les doctorantes avec lesquelles je travaille, elles sont confrontées à ça en permanence, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait quand on arrive par le haut de l'institution en fait. Et nous, dans le cadre d'une recherche, on a aussi été confrontés à ça. On s'est rendu compte, alors on était content parce qu'on avait tous les acteurs qui étaient présents quand on est venu sur le terrain, mais en fait, c'était la directrice de Paris qui accueille. Donc, elle s'était un petit peu sentie obligée de venir nous voir, en fait. Enfin, donc voilà, la question de par où on entre, ça a des effets après sur la parole qu'on peut recueillir. Donc, ça a déjà été dit aussi, la difficulté peut-être, quand on fait la recherche en protection de l'enfance, c'est que c'est des recherches qui sont marquées par le. Alors, on pourrait, j'utilisais le mot le poids des institutions, enfin, on pourrait dire aussi le poids, c'est un peu négatif, mais donc il y a quand même un fort ancrage institutionnel et donc ça pose des difficultés spécifiques dans l'ouverture du terrain. Vous n'êtes pas sans le savoir, donc des problèmes d'autorisation pour pouvoir. C'est vrai que c'est difficile de le faire de manière incognito, sans autorisation. Enfin, ça suppose des demandes d'autorisation de service. Je pense que Caroline va y revenir, des autorisations des parents, des enfants, avec parfois des conflits entre l'éthique et le droit, c'est-à-dire d'un point de vue juridique, par exemple, on doit solliciter l'autorisation à la fois des parents, mais parfois on pourrait se dire que dans certaines circonstances, l'autorisation des enfants nous suffirait par rapport à celle des parents, par exemple. Donc parfois il y a des conflits entre l'éthique et le droit. Donc j'en ai déjà parlé, il y a des effets problématiques liés à la porte d'entrée. On peut avoir l'autorisation de service, mais ça ne veut pas dire qu'on a l'accord explicite des personnes qu'on souhaite interviewer. Et puis parfois, il peut y avoir des effets de concurrence entre les institutions. Enfin, ça, j'en ai déjà un petit peu parlé. Une autre difficulté, c'est la question des conventions de recherche entre les universités et les structures. Donc on est dans un secteur qui est quand même sous le feu des projecteurs. Enfin, on en a déjà parlé aussi, que c'est un secteur qui est regardé par différents biais. Il y a les évaluations internes des services, des évaluations externes, il y a les enquêtes journalistiques. Et donc, c'est des institutions qui cherchent à se protéger aussi par rapport à tous ces regards. C'est des institutions ça dépend de leur mode de financement, mais qui sont parfois, par exemple, de donateurs. Ils n'ont pas intérêt à ce que des choses négatives sortent sur leur pratique. Et donc, parfois, les conventions de recherche peuvent être très compliquées à signer et avec des articles qui sont parfois ingérables pour le chercheur. Et malheureusement, du côté des universités, de structures juridiques non plus très armées. Alors peut-être, là je m'adresse aux profs de droit, ce serait peut-être un pôle à renforcer, c'est-à-dire d'avoir des services juridiques compétents dans les universités pour accompagner les chercheurs dans ces conventionnements qui posent quand même de multiples questions. Et donc peut-être que Caroline en parlera, mais peut-être que les comités d'éthique pourraient aussi prendre une place là-dessus pour l'éducation. Une autre difficulté, donc quand on est chercheur, donc c'est quelque chose de connu, donc on doit faire face à des gatekeepers qui sont à la fois là pour protéger les enfants, et c'est une réalité, protéger les professionnels, et en même temps qui peuvent induire le chercheur, c'est-à-dire que souvent en tant que chercheur, on va nous dire faites un entretien avec celui-là, il va pouvoir vous parler, alors que lui, non, il ne pourra pas vraiment vous dire quelque chose d'intéressant. Enfin bon. Et donc, tout l'enjeu pour le chercheur, c'est à la fois respecter le rôle de ces gatekeepers, de respecter leurs connaissances, parce que souvent, ils ont des connaissances aussi qu'on n'a pas. Par exemple, moi, j'avais fait une recherche par les pairs et on ne voulait pas que les institutions choisissent nos pairs. Et on a rendu compte, force est de constater que ceux qui nous avaient choisis, ils ont pu tenir l'expérience, alors que ceux que nous, on a essayé de recruter, ils sont restés 2 jours, en fait. Donc, ils ont aussi une connaissance, en fait, que nous, on n'a pas en tant que chercheurs, des vécus traversés, etc. Et en même temps, il faut donc à la fois tenir compte de leurs connaissances et en même temps déjouer le rôle d'induction
notamment pour rencontrer les personnes qui sont les moins en lien avec l'institution. Enfin, moi, j'ai toujours été frappée de cette expérience, d'avoir quand même fait beaucoup d'enquêtes en protection de l'enfance. Et une fois, je suis allée à une initiative qui avait été organisée par des anciens enfants placés à la Bourse du Travail. Et tout d'un coup, on avait accès à des récits, franchement, que moi, je n'avais jamais entendus. En ayant fait 15 ans de terrain en protection de l'enfance, c'était des récits très morcelés, enfin, complètement, des récits, je sais pas, édifiants. Et parce que, en tant que chercheur, on n'a jamais accès à ces parcours-là, voilà, des gens qui sont les plus à la marge de l'institution. Autre difficulté pour un chercheur, c'est d'enquêter dans des institutions. Je me réfère beaucoup à l'expérience de mes doctorants. En fait, qu'est-ce que ça veut dire d'enquêter dans un secteur où il y a des professionnels très en souffrance, il y a beaucoup de turnover, il y a un manque de professionnels criant. Et donc, on entend de plus en plus de témoignages de jeunes docteurs. Il y a beaucoup qui sont placés envers les doctorants. Je pense à, un témoignage d'une de mes doctorantes qui, la première fois qu'elle fait un terrain, on lui laisse le groupe le soir parce qu'il n'y a pas d'éducateur. Enfin bon, donc la place que ça provoque aussi pour les doctorants. Ou alors, je pense aussi, je ne sais pas s'il est là, un un doctorant, pardon, qui est un ancien éducateur, qui fait une thèse pour justement ne plus être éducateur, et il arrive dans son lieu de son terrain et on lui dit « Ah on est content que vous êtes là, vous allez pouvoir renforcer l'équipe avec vos gros muscles », alors qu'il fait une thèse sur la masculinité. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire des institutions en crise, et est-ce qu'on peut encore faire de l'observation non participante quand on enquête dans des institutions en sous-effectif. Moi-même, dans ma petite crèche, j'étais confrontée à ce problème-là. Quand on voit des professionnels se transformer en Shiva, est-ce qu'on peut encore être là en tant que chercheur à attendre, à observer et pas essayer de répondre dans. Ça pose la question d'enquêter en dehors des institutions, et donc il y a des doctorants qui font ce choix-là. Je pense notamment à une de mes docteurs, Cléo Marnier, qui fait un travail sur les MNA, et elle a fait vraiment le choix du coup de ne pas passer par les institutions et d'enquêter sur ses parcours en dehors de l'institution, mais ce qui pose aussi pour construire son corpus, pour recueillir les données, etc. Deuxième difficulté, je parle beaucoup des difficultés, je m'excuse, c'est peut-être je sais pas, on se refait pas, quoi. Le deuxième écueil, c'est des recherches très en lien avec la société. Pas mal de problèmes pour les chercheurs et les jeunes doctorants, puisque c'est des recherches où on doit faire face à une demande sociale qui est assez forte. Et donc, toute la difficulté, c'est de partir de cette demande tout en la modifiant. Alors, moi, c'est ma méthode, mais peut-être qu'il y a d'autres méthodes. Moi, j'essaie de partir de la demande sociale structure ou des professionnels, tout en la modifiant au fil de la relation, c'est-à-dire quand la confiance est établie. Alors, je ne sais pas si on peut parler quand même de confiance, mais une fois que la confiance est établie, j'essaie de modifier au fur et à mesure cette demande, mais en tout cas, j'essaie pas tout de suite de la balayer, en fait. Et donc, les jeunes doctorants sont aussi difficulté, c'est-à-dire à la fois d'avoir le souci de l'utilité sociale de leur recherche tout en préservant la dimension scientifique de leur travail. Et donc, je pense que c'est une question que se posent beaucoup de chercheurs qui travaillent dans ce domaine. Et ça pose aussi la question de jusqu'où aller dans l'échange de services, le rôle de conseil, parce que du coup, quand on est un chercheur dans ce domaine-là, on est souvent appelé à faire une étude d'un, faire notre livret d'accueil, ou vous ne voulez pas nous faire notre projet d'institution, etc. Et donc, ça pose la question, effectivement, en tant que chercheur, on a aussi à rendre, on a parlé de don contre don, donc on a aussi à rendre quelque chose par rapport aux données qu'on peut recueillir, et en même temps, jusqu'où aller dans le rôle de conseil, voyez son rôle de chercheur. Et par ailleurs, et ça aussi c'est quelque chose auquel sont confrontés tous les jeunes doctorants, comment faire des recherches sous le feu de la médiatisation. Donc moi j'ai mis une photo là des jeunes chercheurs pairs qui sont interrogés à Avignon par une journaliste qui était pour le coup très. Mais donc ça pose la question de comment vont être exploitées les données. Et donc par exemple je pense à Cléo Lamarmier qui se pose la question sur les MNA. Quand on dit que c'est des jeunes très autonomes, qu'est-ce que les institutions vont en faire? S'ils sont très autonomes, c'est bon, ils peuvent se débrouiller tout seuls, etc. Donc c'est difficile d'écrire en voulant écrire ce qu'on veut écrire. Les données vont être réceptionnées, détournées, contournées, modifiées. Voilà. Et donc ça, c'est écrire avec cette préoccupation, ça change aussi la manière d'écrire, en fait. Alors ça, c'est une slide que je ne pensais pas faire, mais qu'il faut
Parce que justement, vu que les profils des jeunes doctorants qui travaillent là-dessus se sont diversifiés, finalement, on est confronté maintenant. Avant, on avait on encadrait plutôt des gens qui connaissaient très bien le terrain, mais qui devaient parvenir à prendre du recul sur ce terrain. Et maintenant, on encadre aussi des gens qui découvrent ce terrain complexe, avec des dimensions juridiques quand même assez complexes. Et donc, je pense que pour entrer sur un terrain, je pense qu'il y a l'importance de bien connaître le contexte juridique qui est quand même qui est quand même assez subtil et assez complexe. Par exemple, quand on était au cabinet, on passait demander quel est du droit. Et à 6-7, on n'était toujours pas sûr de l'état existant du droit, enfin, même en cabinet ministériel. Donc c'est un sujet qui est complexe juridiquement. Enfin, heureusement qu'on a des juristes de qualité, mais ça reste complexe à appréhender. C'est un terrain qui est marqué par la pratique. Donc ça aussi, ça suppose d'avoir une connaissance de cette pratique, de l'actualité. Donc, on peut que enjoindre les jeunes doctorants à lire la littérature professionnelle, la presse, à faire des entretiens exploratoires, des observations, parce que je pense qu'on nous ouvre les portes au regard de ce qu'on voit qu'on maîtrise, quoi, en gros. Enfin, plus on maîtrise le sujet, je pense, ouverte. Et donc c'est important, avant de commencer, de quand même bien connaître ce terrain. Et par ailleurs, donc ça a déjà été souligné par Séverine, c'est quand même des terrains qui se basent sur la confiance, l'interconnaissance. Et donc je pense que c'est aussi important de donner confiance par la connaissance des pratiques, de la complexité. Enfin, il y a beaucoup de pratiques professionnelles qui, de premier abord, peuvent paraître un peu étonnantes. Et finalement, il faut quand même du temps aussi pour parvenir à comprendre pourquoi les professionnels font ce qu'ils font. Au début, on s'insurge et puis après, on comprend, quoi. On a tous traversé, je pense, ces mouvements-là, de se dire ils font n'importe quoi. Et puis après, au fur et à mesure, on travaille sur ce de ce travail et qu'il n'y a pas de réponse simple à ces pratiques. Je pense que ça peut être intéressant dans ces terrains de passer par des intermédiaires. Il y a quand même beaucoup dans ce champ-là de gens qui sont intéressés par la recherche. Il y a quand même beaucoup de professionnels qui font des va-et-vient entre les études et le terrain professionnel. Et donc, c'est toujours intéressant de passer par des personnes ressources et portent sur le terrain. Et dernier élément, il ne suffit pas d'entrer dans le terrain, il faut encore y rester. Donc, négocier sa place, garder sa place. Donc, on l'a déjà un peu évoqué, le consentement, c'est pas juste un formulaire, c'est comme dans une relation affective, le consentement, c'est pas juste dire d'accord au départ, d'accord tout au long, en fait, être en confiance tout au long de la recherche. Et donc, ça suppose donc une certaine construction de confiance, une négociation d'accord au long cours, c'est-à-dire, c'est pas juste au moment de l'entrée dans le terrain, mais c'est tout au long de la recherche qu'il faut renégocier l'accord à la recherche. Ça suppose une certaine forme. Après, chacun a ses méthodes. Moi, j'aime bien parfois faire relire des choses que je publie avant, par exemple aux acteurs de terrain, pour aussi m'assurer qu'ils sont d'accord aussi avec les résultats. Et puis, la complexité, quand on entre dans le terrain, c'est qu'on va être confronté à des loyautés plurielles. C'est ce que je vois aussi avec mes doctorantes. C'est-à-dire qu'on va être dans des formes de conflit de loyauté entre ceux qui nous ont ouvert le terrain, ceux avec qui on construit des relations sur le terrain, avec parfois des situations très compliquées. Par exemple, par exemple, quand on fait des recherches par les loyautés, elles peuvent être plurielles. On peut être en loyauté avec les professionnels, mais aussi avec les jeunes chercheurs pairs, avec parfois des difficultés qui se posent. J'avais communiqué une fois sur la question du vol du dossier. Un jeune chercheur pair qui avait volé un dossier sur un terrain, ça pose en question de loyauté avec qui on est en loyauté, avec les acteurs du terrain, avec les chercheurs pairs. Bref. Du coup, et c'est important qu'il y ait des médiatisations à ces conflits. Donc, l'encadrant de thèse peut être une forme de médiatisation, mais il y a d'autres formes de médiatisation. Il y a les comités de suivi de thèse maintenant pour faire aussi des formes de médiatisation. Il peut y avoir des acteurs sur le terrain avec qui faire ces médiatisations. L'importance, ça a déjà été rappelé, du rôle de l'échange collectif, des supervisions. C'est-à-dire de ne pas rester isolé sur son terrain, mais de pouvoir en parler dans des instances plurielles, en fait, pour pouvoir aussi réfléchir ses pratiques, afin donc de développer sa réflexivité et de préserver son rôle de chercheur. Voilà, merci beaucoup. Merci.
On ne regrette pas de t'avoir invité à parler ce sujet, même si c'était pas ton sujet de prédilection. N'hésite pas à intervenir sur les autres thèmes. Merci beaucoup. On voit aussi dans quoi l'ouverture d'un terrain dit beaucoup de choses de l'institution et des relations et de comment fonctionnent les institutions. Et on voit comment, parmi plein d'autres questions, le chercheur est obligé de composer avec toutes les attentes sociales autour de la recherche, toutes les projections qu'il y a autour du travail de chercheur, tout ce qui peut être fait par les institutions sur la recherche, et qu'il faut en permanence jongler avec tout ça. Mais sans plus attendre, je donne la parole à Corentin Legras, qui est doctorant en anthropologie à l'EHESS et porte sur les inceste dans le cadre de mineurs auteurs d'inceste. Merci beaucoup, donc une dizaine de minutes. Merci. Merci. Et merci aux organisatrices de m'avoir invité à venir témoigner de mes expériences d'accès au terrain. Donc effectivement, ma thèse, elle a commencé en octobre 2021 et elle porte sur les familles dans lesquelles il y a eu des incestes commis par... Et moi, dans ce cadre-là, ce qui m'intéresse, c'est la réorganisation des liens et des dynamiques familiales une fois que l'inceste est dévoilé et pris en charge par des institutions, donc du travail social, du soin et de la justice dans certains cas. Donc dans ce cadre-là, ma méthodologie, c'est que j'essaie de croiser plusieurs entretiens avec différents membres de la même famille pour avoir sur la même histoire d'inceste. Dans ce cadre-là, j'ai réalisé une cinquantaine d'entretiens auprès de 18 familles. Donc je vais vous raconter un peu comment je les rencontre. Mes terrains en protection de l'enfance, ils sont au nombre de 3. J'ai d'autres terrains dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Ces trois services d'AEMO dits spécifiques parce qu'ils proposent qui ont été victimes et ou auteurs d'inceste ou de violences sexuelles. Et donc, voilà, il y a 5 services comme ça en France, et moi, j'en ai ethnographié 3. Ça veut dire que j'ai passé 3 mois dans chacun de ces 3 services entre 2021 et 2022. Voilà. De contact, moi, je l'ai effectué en 2021 avant de commencer ma thèse, donc quand je préparais mon projet. Et il faut savoir que c'était quand même assez facilité par le contexte politique et médiatique autour de MeToo Inceste, qui a commencé en février 2021 avec le livre de Camille Kouchner. Et donc finalement, quand je leur ai écrit par mail aux directions de ces services, elles n'étaient pas fondamentalement surprises que je prenne des journalistes. Donc ce contact-là a été assez facilité. Ensuite, ce dont je voulais parler, c'est les raisons que j'ai identifiées pour lesquelles elles ont finalement accepté que je fasse les terrains, ce qui a été très facilement accepté d'ailleurs. La première chose, c'est que c'est des services qui fonctionnent sur un système de formation continue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de module en école les questions d'inceste et de violences sexuelles commises sur les enfants. Dès lors, ces services spécifiques doivent avoir une formation spécifique et donc ils vont un peu récolter des formations de ci, de là auprès d'instituts de différentes disciplines qui vont leur proposer des formations spécifiques. Donc ça demande d'être toujours en formation puisque comme dans tous les services, il y a quand même des turnovers. Et donc dans ce cadre-là, ma présence, elle est un peu prise comme une opportunité de pouvoir échanger des savoirs et des connaissances sur les questions d'inceste. Et donc c'est marrant, moi je me retrouve avec une casquette d'expert alors que pour moi c'est eux les experts et j'attendais des informations de leur part et eux attendent aussi des informations de ma part. Et finalement on trouve un système donnant-donnant qui a plutôt bien marché. Le deuxième point, c'est qu'il y a un peu un fantasme de gain de notoriété autour de leur activité. C'est des services qui sont un peu uniques en France, qui sont nés d'initiatives locales, qui ne sont pas concertés les uns avec les autres. Et donc, il y a aussi parfois un déficit de légitimité qu'ils doivent essayer de combler. Et donc, ma présence, le fait qu'il y ait un chercheur qui s'intéresse à leurs pratiques spécifiques, ça leur permet aussi, je peux être un levier pour pouvoir continuer à croître et continuer à être légitime dans l'écosystème du travail social local dans lequel ils s'inscrivent et dans lesquels ils sont aussi parfois un peu incompris. Voilà pour les 2 grandes raisons que j'ai identifiées au cours de ces terrains. Ensuite, oui, alors sur ma méthodologie, c'est de l'ethnographie. Donc, je partage le quotidien de ces services avec des entretiens avec les professionnels et aussi assez vite d'avoir accès à leurs rendez-vous avec des familles, à leurs réunions internes, mais aussi interpartenariales, globalement à l'ensemble de leurs activités. Et ils me donnent aussi très facilement accès aux dossiers, aux archives, aux numéros des partenaires pendant l'enquête. Donc, cette partie-là se passe relativement facilement. Ce qui va être plus challengeant, en revanche, c'est la question de l'accès aux familles concernées. Et donc, c'est ça dont je vais vous parler à partir de maintenant. Cette négociation-là, elle s'effectue dans le contexte de partage du quotidien où les professeurs ont des ressources et des relais pour que je réalise ces entretiens auprès des familles. Mais certains vont aussi être des gatekeepers, comme tu le disais. Donc, ça s'articule chez chacun des professionnels une question de posture individuelle vis-à-vis de sa hiérarchie, puisque c'est elle qui a accepté ma présence. Les autres on leur a donné leur avis, mais finalement, on m'a proposé par la direction.
Il y a aussi la question de l'intérêt plus ou moins marqué pour ma recherche. Et surtout, ce qui se dessine au fil du terrain, c'est l'affect. C'est-à-dire que concrètement, plus on m'apprécie, plus j'ai une bonne relation d'enquête avec les enquêtés, plus on va m'emmener en rendez-vous avec les familles. Ça, en fait, c'est très important sur le terrain au long cours. Quelques difficultés qui se sont présentées à moi. La première qui est assez marrante, c'est lorsque j'arrive sur le terrain, il y a donc une première réunion de service où je suis présent et les professionnels vont essayer de distinguer quelles familles seraient potentiellement des bons enquêtés pour moi. Donc là, chacun y va de son commentaire sur telle famille, c'est une bonne idée, telle famille, ils accepteront jamais, etc. Ils à la fois une liste des familles concernées et à la fois une liste des personnes qui seraient préférables de contacter. Mais en fait, au fil de l'eau, on se rend compte que c'est extrêmement difficile de prévoir les réactions des familles. Et globalement, dans la majorité des terrains, on a fini par systématiser les propositions lorsque l'occasion était là pour que en fait, je puisse ensuite, moi, négocier avec les familles. Voilà pour cette première difficulté, qui n'en est pas réellement une. La seconde difficulté, elle était spécifique à un des terrains et elle concerne la conception même des enfants et de leur famille comme objet de recherche d'une part, mais aussi comme sujet à protéger et à préserver d'autre part. Donc là, sur un autre terrain, à la première réunion dont je parlais, il y a une éducatrice qui me dit « Mais tu n'as pas besoin de rencontrer les gens qui disent ». Et donc, bon, ça tient à un cadre théorique qui est très spécifique et très ancré dans le service. Il se revendique de Lacan et ça prend, bon, je ne vais pas m'étendre, mais ça prend une place certaine dans leur conception de leur rôle. L'obstacle, c'est le suivant. En fait, porté par l'un des psychologues, les professionnels, ils craignent ne soient pas en mesure de refuser un entretien avec moi si l'éducateur le leur demande, puisqu'il y aurait une forme d'emprise dans la relation éducative. Il ne serait donc pas éthique d'user de leur influence pour m'aider. En fait, les 3 dernières recrues de ce service, elles mobilisent à contrario la notion de pouvoir d'agir pour décrire la capacité des familles à user de leur libre arbitre. Elles s'opposent et finalement, il y a 2 procédés qui sont adoptés. Officiellement, il y a une lettre que j'écris qui est envoyée à tous les parents de familles concernées. J'aurais bien aimé que ce soit aussi aux mineurs, mais ce n'est pas le cas. Et officieusement, les trois dernières arrivées vont demander directement aux bénéficiaires qu'elles suivent de l'enquête avec des éléments de langage que j'avais prévus, etc. Et elles le font un peu dans le dos du service, mais elles sont après rejointes par d'autres membres de l'équipe qui commencent aussi à le faire, mais sans le revendiquer auprès des psys notamment. Donc voilà comment ça se goupille finalement. Alors, non, c'est bien ça. Oui, une troisième difficulté, c'est que même si les professionnels sont très favorables à mon enquête, en fait, il y a le rythme de travail qu'ils ont. C'est-à-dire que c'est impossible pour eux d'aller penser à chaque moment qu'ils ont un rendez-vous si ce rendez-vous m'intéresse ou pas, moi, dans mon enquête. Et donc, c'est pour ça qu'être quotidiennement présent, c'est hyper important. Restant à l'affût et disponible, que je vais pouvoir, moi, faire la demande de venir participer à tel ou tel événement de leur vie professionnelle pour pouvoir rencontrer des familles. Mais en fait, je ne peux pas tout miser sur eux, leur disponibilité d'esprit, parce que c'est des gens qui travaillent. Évidemment, vous le savez toutes et tous. Finalement, il y a 2 modalités de rencontre entre les familles et moi. La première, c'est lorsque les professionnels vont directement proposer l'entretien et si un membre de la famille accepte, le professionnel va me directement me donner son numéro de téléphone. À partir de là, c'est à moi d'entrer en contact avec ces personnes et de prévoir un entretien. De retirer de la négociation à partir de ce moment-là. Et l'autre modalité, c'est lorsque je rencontre des familles de visu en ayant participé à des rendez-vous. Et donc là, il y a un moment où je vais pouvoir leur proposer de participer à l'enquête, leur présenter l'enquête, etc. Et pareil, à partir du moment où j'ai leur numéro de téléphone, on organise des entretiens de notre côté. La majorité de mes entretiens sont ethnographiques, c'est-à-dire que je vais chez les familles et c'est là que je réalise un ou plusieurs entretiens dans la journée. Voilà. Bon, il me reste un peu de temps pour parler. Ok. Oui, alors du coup, l'accès au terrain avec les familles, comment ça se passe dans les faits? C'est quand même un terrain sensible. Même si les familles acceptent les membres des familles acceptent de me rencontrer à un instant T, il est probable qu'un an plus tard, ce soit compliqué de les recontacter. C'est arrivé dans quelques cas, mais dans quelques cas, on m'a juste pas répondu. Et c'est tout à fait normal parce que selon la temporalité de l'inceste, le fait de pouvoir parler à un certain instant, il est possible à un an. Et ça rend mon terrain parfois difficile. Sinon, lorsque je rencontre les familles, il y a la question de la relative connaissance du monde de la recherche qui crée souvent un contrat incomplet, même quand j'ai beau expliquer plusieurs fois les tenants et aboutissants de l'enquête. C'est-à-dire qu'on va accepter de faire l'entretien, mais je ne peux pas attendre d'eux de comprendre comment chercher ça.
c'est absolument impossible de savoir concrètement ce que je vais faire des données. Donc j'essaie d'être le plus clair possible, j'ai que j'écris un livre, etc. Mais finalement, ça, c'est un contrat qui demeure incomplet. Voilà. Mais sinon, la présentation de l'enquête et du cadre de l'entretien, ça reste les lieux où se jouent les enjeux éthiques et stratégiques qui m'a fait rentrer sur ce terrain. Donc moi, je vais devoir quand même me détacher de cette institution pour pouvoir recueillir des données qui m'intéressent et pour pouvoir établir un semblant de relation de confiance avec ces personnes que je vais peu recroiser en réalité, même si ça arrive que oui, je les vois plusieurs rendez-vous avant de proposer l'enquête. Donc je leur dis que j'ai besoin qui bénéficient des mesures de ce service spécifique, comprendre comment il fonctionne, parce que pour moi, le point de vue des professionnels n'est pas suffisant. Donc je leur parle de savoir expérientiel, par exemple. Je peux m'aventurer sur le sujet de l'inceste et ce qui se passe dans la famille après les révélations, mais ce n'est pas systématique. Parce qu'en fait, bien que je travaille dans j'ai fait enquête dans des structures spécialisées, tous les membres de la famille ne reconnaissent pas l'inceste au même degré ou de la même façon. On ne qualifie pas ce qui s'est passé de la même façon. Et du coup, dès lors, moi, je ne peux pas leur dire que mon sujet de thèse, c'est l'inceste commis par des mineurs. En fait, avec des familles, j'ai fait des entretiens sur des erreurs judiciaires. Donc moi, ça m'intéressait parce qu'elles étaient accusées par les institutions, etc. Ce n'est pas la version qui prédomine dans la famille. Donc moi, je travaille aussi avec ça. Voilà. Donc sinon, oui, vous connaissez tout ce qui est anonymat, etc. Je leur précise évidemment que tout ce qu'on se dit, ce ne sera pas répété aux institutions ni à la justice, etc. Mais ça, c'est un peu la base. Et aussi, dernière chose, je leur dis très vite que je ne vais pas leur demander de revenir sur les faits, puisque je m'entretiens avec des auteurs, avec des victimes, avec des parents, avec d'autres membres de la famille. Et c'est des personnes qui, les faits ont eu lieu très peu de temps avant la rencontre en général, de 2 ans à 3 mois en fait. Et donc je leur dis que c'est pas ça qui m'intéresse, puisqu'effectivement, de toute façon, c'est tout ce qui est l'espace de l'agression, donc les réactions des membres de la famille, les réactions des professionnels, comment l'institution va saisir ces affaires-là. Voilà. Et je pense que je voulais un peu vous parler des raisons pour lesquelles les enquêtés acceptent de devenir enquêtés. Je ne sais pas trop si j'ai le temps. 1 minute? Ok. J'ai catégories, ces raisons-là, pourquoi les enquêtés acceptent l'entretien. Et je me suis dit qu'il y avait d'un côté les bénéfices directs qui viendraient du cadre même de l'entretien, et de l'autre côté les bénéfices indirects qui viendraient en fait de ce qui entoure l'entretien et de ce qui est perçu par les enquêtés. Je m'explique. Dans les bénéfices directs, en fait, la plupart du temps, c'est une réalisation de soi dans le fait de me venir en aide. De faire quelque chose d'utile à partir de l'histoire qui est arrivée pour pas que ça arrive chez d'autres, des choses comme ça, ou alors m'aider à avoir mon diplôme tout simplement. C'est beaucoup sorti ou pas aussi. Il y a aussi la volonté de témoigner de son expérience de manière parfois plus politique en créant le nombre des suivis, le temps que ça prend, le travail mental que ça prend, etc. Ça, c'est aussi beaucoup venu. Et j'ai aussi eu le fait à très peu de temps après les révélations des faits, le fait de pouvoir parler à quelqu'un de cette histoire sans qu'il soit dans les services sociaux, donc sans qu'il y ait d'enjeu, et quelqu'un qui comprenne sans être dégoûté, jugement, etc. Donc là, il y a une espèce de détournement du travail psychologique, mais c'est aussi intéressant parce que c'est un moment où, de fait, les pères ne peuvent pas être mobilisés par les membres de la famille, puisque c'est encore trop difficile d'envisager de parler de ces histoires d'inceste à ses amis, à ses proches, etc. Et alors, très vite sur les bénéfices indirects, moi, je pensais au début que beaucoup d'enquêtés allaient pour se faire bien voir des institutions et que ce serait un bénéfice indirect. Mais en fait, ce n'est pas trop ça qui se passe. Par contre, une relation de confiance préexistante entre les professionnels et les familles, ça, c'est des vrais tremplins pour réaliser les entretiens. Ça arrive que les enquêtés acceptent parce que telle éducatrice est vraiment super et qu'elles sont très heureuses de lui rendre service. C'est aussi vrai, comme je vous l'ai dit, parfois, au contraire, ça va être un espace pour critiquer les institutions, la lourdeur des suivis. Et je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, merci. Désolée.